Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédot. Soyez les bienvenus dans votre matinale du dimanche. On est ensemble jusqu'à 10h, 8h30. Vous en avez l'habitude. Le moment du débat avec vous, auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300. Et la question du jour est simple. Est-ce qu'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, est en réalité la protectrice des intérêts européens? Hier, c'était la fin de 25 ans de négociations, de manifestations, de poussées des États ici et là. Mais ça y est, le Mercosur a été signé et elle s'en défend aujourd'hui dans la presse française, dans la tribune du dimanche. Elle publie cette tribune à l'ère de l'instabilité. L'accord UE-Mercosur renforce l'Europe. Est-ce qu'elle n'a pas tort au fond? Elle s'en vante, elle dit qu'en réalité c'est près de 700 millions de citoyens qui participera à cette grande zone de libre-échange. C'est près d'1/5 du PIB mondial. Et aujourd'hui, entre la Chine, les États-Unis, c'est notre seul moyen de survie. Est-ce qu'elle a tort vraiment, la présidente de la Commission européenne? Est-ce que on ne devrait pas dire bravo Ursula, ou au contraire, elle gardera toujours l'image de celle qui s'est enfuie pour essayer de le faire passer pendant que tous les pays européens regardaient ailleurs? Vous avez la parole, 0826 300 300. Et pour en débattre avec moi ce matin, Lara Tchekov, bonjour. Bonjour Maxime. Journaliste au JDD qu'on retrouve en kiosque aujourd'hui avec à la une le président qualifié de va-t-en-guerre, et François Coq, bonjour. Bonjour à tous. Analyste politique, essayiste et enseignant, non pas pour vous faire de l'ombre au JDD, ma chère Lara Tchekov, mais dans l'autre hebdomadaire qui marque la presse du dimanche, on y retrouve la tribune et cette prise de parole de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'est certain qu'on ne l'aurait pas publiée. C'est bien pour ça que je précise où est-ce qu'elle est publiée, comme dans d'autres, d'ailleurs grands quotidiens européens. Elle le dit, à l'ère de l'instabilité, l'accord ne fait que renforcer l'Europe. Est-ce qu'on ne doit pas lui donner le bon point, ou au contraire elle est considérée comme celle qu'on doit quand même rapidement exclure de cette fonction, Lara Tchekov? J'ai trouvé que cette tribune, c'était un exercice classique de communication européenne, beaucoup de grands mots pour des réalités qui sont en réalité désastreuses. On nous explique que l'accord Union européenne-Mercosur renforce l'Europe, alors qu'en réalité il fait qu'affaiblir les agriculteurs, les industriels français, pas allemands évidemment, et puis surtout la souveraineté française. Et voilà, quand Bruno Retailleau qualifie Ursula von der Leyen de fossoyeuse de l'Europe, il a raison. Je rappelle Vous êtes en accord avec les termes? Bien sûr, je rappelle que la France donne 30 milliards d'euros chaque année à l'Union européenne. La fameuse contribution. Voilà, on contribue au système européen, mais ce système prend des décisions qui vont à l'encontre des intérêts agricoles. Je rappelle que le budget de l'Union européenne, il vient du budget le budget qu'on donne à l'Union européenne, c'est le budget de l'État, donc il vient de nos impôts. Donc les Français n'ont pas leur mot à dire sur cet argent qu'on leur donne. Et régulièrement, au moment du budget d'ailleurs, énormément de partis politiques s'indignent de cette fameuse hausse de la contribution à l'Union européenne. Et une fois encore, ces dernières semaines, on en a vu à quel point les débats pouvaient se crisper sur ce sujet-là. François Coq, est-ce que vous êtes sur la même ligne, ou au contraire, quand même, un tel accord, quand on s'apprête à devenir l'un des marchés de libre-échange les plus importants, est-ce qu'on ne doit pas s'en réjouir? Je vais repartir du terme que vous venez de lire, de l'interview de Mme von der Leyen, qui dit que à l'ère de l'instabilité, cela va permettre de gagner en lisibilité. Mais c'est très exactement les termes qu'elle avait employés, si vous avez bonne mémoire, l'été dernier, quand elle a été signée sur les greens d'un golfe écossais, l'accord avec Monsieur Trump, qui prévoit quand même les droits de douane à 15%, mais qui prévoit 750 milliards d'euros d'achat d'énergie aux États-Unis en 3 ans, 600 milliards d'investissements aux États-Unis en 3 ans. Elle parlait à cette époque-là, elle disait ça va nous donner de la stabilité. Sauf que vous avez vu ce qui s'est passé tout juste hier, quand le président Trump a dit qu'il allait augmenter les droits de douane vis-à-vis notamment de la France, tant au 1er février qu'au 1er juin. Autrement dit, derrière, il faut le rappeler, il y a cette affaire du Groenland qui est toujours dans la ligne et dans le regard avisé de Donald Trump. Tout à fait. Et donc, on voit bien que finalement, les analyses de Mme von der Leyen, ce qu'elle essaie de nous vendre à chaque fois avec les accords qu'elle passe, les deals qu'elle est en train de passer, ça tombe finalement tout de suite en désuétude. Tout Pour ça, vous, ce qui vous interpelle, c'est en réalité la volonté d'être un marché un peu plus stable qui ne tient pas.
Ça ne tient pas, ça ne fonctionne pas, mais pour une simple et bonne raison, c'est que Madame von der Leyen et l'Union européenne d'une manière générale sont totalement anachroniques. Nous sommes les seuls à être encore dans cette époque des années 80, 90, du début des années 2000, dans la concurrence libre et non faussée au sein de l'Union européenne, mais dans la mondialisation censément heureuse et la multiplication des échanges. Un chiffre pour étayer cela. Vous savez que donc il y a cet accord avec le Mercosur qui a été signé hier en grande pompe. D'ailleurs, je le signale, mais Madame von der Leyen avait le choix entre faire preuve d'un peu d'humilité au regard de ce qui s'est passé pour signer le Mercosur, ou alors de faire preuve de grandiloquence. Elle a envoyé un message absolument incroyable là-dessus, en s'essuyant d'une certaine manière les pieds sur Monsieur Macron et sur la France. Et je vous dis qu'elle n'a pas raison pour regardez, une simple et bonne raison. Il y a 80 accords de libre-échange signés par l'Union européenne, et il y en a dans les tiroirs actuellement, et pas rien, avec l'Inde, avec l'Indonésie, avec les Philippines, avec les Émirats Arabes Unis, et les États-Unis en ont signé 20, et les autres pays dans le monde aujourd'hui vont à contre-courant. Et on était avec eux à 8h15, manifestent, on va dire, leur désaccord, et on l'a vu encore cette semaine auprès de l'Assemblée nationale. On a vu aussi la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, annoncer quelques éléments de soutien, avec notamment une loi d'urgence agricole qui verra le jour dans les prochains mois. D'accord, mais est-ce que, en réalité, dans la logique, elle n'a pas raison? On se retrouve coincé entre deux pôles, les États-Unis, la Chine, et nous, on doit bien exister. On peut dire, et vous l'avez très bien dit, que dans tellement de domaines, on est en retard. Ne pas réussir à signer un traité, qui plus est après 25 ans de négociations, Lara Tchekov, ça aurait aussi pu être considéré comme un échec de l'Union. Oui, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que 74% du salaire des agriculteurs, ce sont des aides qui sont des aides directes. Donc ce sont des aides qui viennent de la PAC, ce sont des aides qui viennent de l'État, ce sont des aides qui viennent des régions. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même un dysfonctionnement? C'est pas normal en fait qu'un secteur entier ne vive que de subventions. Donc est-ce qu'on va vers une nationalisation de l'agriculture en France? Je pose vraiment la question parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Les agriculteurs n'ont pas de vrai salaire. Ils vivent avec des aides, avec des fonds d'aide, avec des subventions. Donc Emmanuel Macron, il est au pouvoir depuis 2017, il avait 8 ans pour aller se battre auprès et aller chercher une minorité de blocage auprès de chaque pays européen. Il y est allé, il s'y est rendu, il ne l'a pas fait. Il pouvait aussi dissuader sa majorité au Parlement européen de voter pour le Mercosur. Il ne l'a pas fait. Il a soutenu Ursula von der Leyen, et c'est grâce à lui d'ailleurs qu'elle est aujourd'hui le présidente. Monstre qui lui a échappé, comme l'avait titré un jour le Figaro. Voilà, c'est ça. Donc il y a une part de démagogie, je pense là-dedans. Il aurait pu choisir d'arrêter de la soutenir. C'est pas ce qu'il a fait. On se rappelle que lorsqu'il était allé au Brésil il y a quelques années, il avait raconté que la France était en bonne voie et que c'était très positif et qu'on allait signer ce Mercosur. Donc il y a eu un revirement total d'Emmanuel Macron et désormais sa stratégie et sa position est brouillonne et illisible. Et si vous parlez du président de la République, Emmanuel Macron, c'est vrai que lui a décidé au dernier moment quand même de signer l'arrêt, le fameux non de la France à ce traité, sans conséquence certes. On sait en plus qu'il avait échangé avec Ursula von der Leyen. La question, je vous la pose, auditeur de Sud Radio, est-ce qu'on peut quand même la qualifier de grande protectrice, en tout cas de l'Europe, Ursula von der Leyen? Vous avez la parole, 0826 300 300. Les prochaines étapes, c'est quoi pour Emmanuel Macron? François Coq, on sait qu'il y a le fameux vote au Parlement dans quelques jours. Il y a aussi la saisine, en tout cas de la fameuse Cour de justice de l'Union européenne, qui pourrait avoir un effet suspensif. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État, que la France pourra peser, peut espérer encore décrocher des victoires dans ce dossier-là? Le chef de l'État va d'échec en échec quand même sur ce sujet, d'échec en échec qui sont prévisibles, parce que depuis le début quand même, il a une position extrêmement floue. Vous vous rappelez ses retournements de veste sur le sujet. C'est qu'il y a un loup, et un gros loup en l'occurrence, et quand il y a un an il nous vendait le Mercosur comme un accord formidable avant de retourner sa veste, il n'est pas en meilleure situation pour négocier ensuite avec nos partenaires européens. Et la difficulté, c'est que justement, du fait de cette illisibilité, de ce manque de cohérence de sa position, mais derrière, la France est battue dans les rapports internes au sein de l'Union européenne. Il y a un déclassement de la France. C'est ça qu'il faut entendre. Quand au mois de décembre, M. Macron nous fait croire qu'il a une victoire et que le Mercosur ne sera pas signé le 10 décembre. C'est en grande partie d'ailleurs grâce à l'Italie à ce moment-là. C'est une victoire à la Pyrrhus. Pourquoi? Parce que l'Italie a simplement conservé son vote et savait qu'elle allait signer au mois de janvier, mais elle a négocié pendant ce temps-là
un rabais de 43 milliards d'euros sur la PAC qui est destiné à ces agriculteurs. Et donc nous sommes doublement perdants. Bilan, Monsieur Macron perd la minorité de blocage au mois de janvier. Et vous aurez remarqué que cette semaine, il a quand même perdu vis-à-vis de l'Allemagne la date d'entrée en application de ce Mercosur, qui aurait dû rentrer en application normalement une fois qu'il est totalement ratifié par le Parlement européen. Oui. Sauf que les Allemands ont obtenu avec Madame von der Leyen le fait qu'il était rentré en vigueur, qu'il est rentré hier en vigueur, c'est-à-dire immédiatement au lendemain de sa signature. C'est une double défaite extrêmement importante de Monsieur Macron qui donne à voir ce déclassement français au sein de l'Union européenne. Sur le poids de la France et le déclassement de celle-ci, Lara Tchekhov, est-ce que vous pensez que dans les prochains mois et avant forcément l'élection présidentielle de 2027, la France peut reprendre un peu des couleurs? Parce que ce dont on s'est aperçu avec cet accord du Mercosur, c'est que la France n'avait plus l'aura qu'elle prétendait avoir. Est-ce que vous pensez que, vous qui êtes journaliste politique et qui traitez tous ces sujets-là au JDD, est-ce que la France va pouvoir un peu reprendre du poil de la bête pour peser davantage avant les élections présidentielles? Pour vous répondre très honnêtement, je suis pessimiste parce que je pense plus que Ursula von der Leyen écoute Frédéric Merz plutôt qu'Emmanuel Macron. La France a perdu depuis quelques années son influence en Union européenne. Aujourd'hui, avant c'était le duo franco-allemand qui pesait dans les discussions. Aujourd'hui, les discussions se font avec l'Italie, avec le Royaume-Uni, avec l'Allemagne et avec la France bien sûr dans une moindre mesure, et puis avec les pays du Nord aussi depuis la guerre en Ukraine, parce qu'ils sont face à la Russie. Donc ce qui est sûr, c'est que et puis comment vous voulez aussi que la France arrive à défendre une position claire et une position lisible quand il y a des gouvernements successifs qui s'enchaînent depuis tous les ans. Je veux dire, depuis 2017, il y a eu 6 ou 7 ministres de l'agriculture. Comment voulez-vous qu'il y ait une ligne claire et un projet construit en faveur de nos agriculteurs ? Je pose vraiment la question. Et puis il y a aussi la question que vous soulevez des agriculteurs. Qu'est-ce qu'il leur reste en termes de marge de manœuvre? Je veux dire, ils ont quand même sorti le grand jeu, ça fait plusieurs semaines de mobilisation. On voit aussi qu'il y a d'autres mobilisations en cours. Les médecins libéraux, alors ils se sont arrêtés hier. On a vu aussi que les routiers avaient commencé à s'agacer, les taxis avaient voulu rejoindre le mouvement. François Coq, est-ce que vous pensez à un moment ou un autre que les agriculteurs, vont continuer la manifestation? On était avec la coordination rurale à 8h15 qui nous disait « Ah non mais pour nous, pardon, mais ça ne change rien. On a encore des victoires à aller chercher, que ce soit le vote la semaine prochaine au Parlement, la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que les agriculteurs aussi ont encore les moyens de leurs ambitions ? Ils ont encore les moyens de leurs ambitions, de la même manière que les autres professions peuvent continuer aujourd'hui à faire pression. Sauf que Monsieur Macron a depuis le mois de septembre un seul et unique objectif, c'est atteindre le cut qui lui permettra d'aller au bout de son quinquennat. Et on a bien compris que la limite était fixée aux élections municipales du mois de mars, car dès le soir du second tour des élections municipales, tous les partis vont basculer dans l'élection présidentielle et se diront qu'elle est déjà bien lancée. Voilà, c'est trop tard aujourd'hui pour faire tomber Monsieur Macron ou pour faire tomber les gouvernements. Il n'y a plus d'intérêt à cela. Et vous aurez remarqué que Monsieur Macron et Monsieur Le Cornu, là, les Dupont et Dupont du budget, ont réussi à gagner suffisamment de temps sur le sujet pour nous amener à où nous en sommes aujourd'hui, et que ça sera la même chose sur les questions d'agriculture. 0826 300 300, vous avez la parole. Ursula von der Leyen, le Mercosur est-elle la protectrice des intérêts européens? 0826 300 300. Bonjour Marc. Bonjour Maxime, bonjour Sud Radio. Comment allez-vous mon cher Marc? Mais ça va parfaitement ce dimanche matin qui est un peu moins pluvieux qu'hier, c'est agréable. Ah, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on a un beau programme là pour la journée? Eh bien écoutez, ça va être un peu gris du côté de Bordeaux avec quelques nuages, quelques gouttes de pluie un petit peu en fin de matinée, mais on est pas mal. Mais on va s'en sortir, on va demander à Rémi André de faire 2-3 rectifications dans sa météo, mon cher Marc. Comment vous regardez, vous, cette actualité concernant Ursula von der Leyen et le Mercosur qui vient d'être signé? Vous vous en réjouissez? Non, je m'en réjouis pas, mais bon... C'est compliqué pour l'Europe d'agir comme un seul homme, parce qu'il y a des intérêts divergents, ça a été dit. Les Allemands veulent vendre des voitures, nous on veut vendre des pommes de terre. Donc bon, pour résumer, oui, c'est compliqué de faire coordonner les intérêts divergents de 27 nations différentes. Néanmoins, moi qui ai été quand même assez anti-européen, en tout cas construction européenne pendant un moment, j'en reviens un petit peu compte tenu de la situation actuelle.
Je pense que l'Europe peut être quand même un levier, un contrepoids naturel sur le plan géopolitique et économique face aux puissances impériales chinoises et américaines qui tenteraient de nous déstabiliser. En fait, il y a une fatalité à s'adapter presque, Marc, non? C'est ce que vous dites. Il y a une fatalité à s'adapter, malgré que ce soit un petit peu gênant. Vous voyez que pour la France, qui est un pays quand même universaliste, qui a tissé des liens avec le Maghreb, avec l'Afrique, avec l'Amérique du Sud, avec l'Asie, on a des liens un peu partout dans le monde. On est plus proche par ailleurs du Maghreb que des Lettons. Donc cette construction européenne, elle ne tient pas compte de l'identité de chaque pays. Et je terminerai juste sur un truc. La von der Leyen, là. La von der Leyen. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a celle-ci, la von der Leyen, mon cher Marc? Allez-y. La von der Leyen, elle est sympa, elle essaye de faire son job. Bon, après, elle est allemande. Donc un Allemand défend ses intérêts allemands. Ça c'est naturel, c'est le penchant naturel des hommes. On oublie un peu ça, à défendre leur patrie. Alors sauf les Français. Les Français, on l'avait vu à l'OMC, l'ami, Pascal Lamy, là, qui avait dit c'est incroyable, il n'y a que les Français qui défendent pas leurs intérêts. Oui, mais ça c'est sûr qu'en termes de défense des intérêts, on n'est pas au sommet. Je ne sais pas si vous nous écoutez depuis le début de cette matinale, mais à 7h40, on a bien vu ce qui se passe aussi du côté des armements. Ça va être une bataille intéressante à vivre. Merci beaucoup de nous avoir appelé, mon cher Marc, au 0826 300 300. Et donc bon courage pour affronter la pluie bordelaise. Est-ce que von der Leyen est la protectrice des intérêts européens? C'est la question qu'on vous posait. 0826 300 300. Bonjour Denis. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Elle défend surtout ses intérêts personnels et puis les intérêts allemands. Et puis point barre. Faut pas oublier que cette femme-là, elle a été virée du gouvernement allemand pour corruption. Et puis là, quand on a vu ce qui s'est passé avec les vaccins Pfizer et tout ça, c'est occulté complètement. Encore une fois, je voudrais quand même rappeler une chose, un débat qu'il y avait eu il y a plusieurs années avec Philippe de Villiers, Juppé, Moscovici, où Juppé, Moscovici raillaient de Villiers. Et de Villiers, il disait, vous verrez, ça va être la commissaire européen qui va hors de libre-échange. Eh bien, ça y est, on y est. Alors, c'était déjà même le débat entre Mitterrand et Seguin au moment justement de Maastricht. Voilà, c'est une femme qui est nommée par les Allemands avec un grand coup de crème dans le dos de Macron et qui est nommée, qui n'a pas été élue et qui décide pour tous les Européens. Mais elle outrepasse ses pouvoirs pour vous donner. C'est plus de la démocratie, c'est de la dictature, tout simplement. Il y a pas d'autre mot. Il y a pas d'autre mot. C'est une femme corrompue. Et alors, attendez, on est en train de nous bassiner avec des normes en France, des pesticides et tout ça, mais vous avez vu le scandale que ça va être. Les épandages de pesticides avec les avions, la destruction, Lula, censément un écolo qui continue de détruire la forêt amazonienne pour continuer à nous envahir avec sa viande dégueulasse. Mais où est-ce qu'on va? Denis, vous savez pourquoi vous êtes extraordinaire? Parce que c'est une forme assez prodigieuse, je trouve, le dimanche matin. Vous voyez, quand on a du mal à sortir du lit. Heureusement que vous êtes là et merci beaucoup de nous avoir appelés au 0826 300 300. Ursula von der Leyen est-elle la protectrice des intérêts européens? On vous a entendu au standard Sud était votre radio 0826 300 300. Merci beaucoup Lara Tchekov d'avoir été avec nous ce matin, journaliste au JDD. Je rappelle la une qu'on peut trouver en kiosque et sur le site. Macron s'en va en guerre. Et merci beaucoup François Coq, analyste politique, essayiste et